Bonjour à tous, je suis Florian Vélangéry, élève en Master 1 à Meaux, et je vais vous présenter donc l'ouvrage de Louis Dumont, Homo hierarchicus. Donc Dumont, c'est un anthropologue, il est né en 1911, il est mort en 1998. Il est particulièrement connu pour ses travaux sur l'Inde, particulièrement sur le système des castes et ses implications. Il a été influencé aussi par l'anthropologue structural Claude Lévi-Strauss, et donc son ouvrage a été publié en 1996. Donc en fait, l'ouvrage se décompose en 10 chapitres, mais j'essaierai surtout d'expliciter les 4 premiers, parce que pour moi ils sont les plus importants pour comprendre le système des castes. Et dans un second temps, en reprenant son chapitre 10 sur le système des castes hors de l'Inde et en dehors de l'hindouisme, je prendrai le cas de la caste chez les populations musulmanes de l'Inde. Donc on a dit beaucoup de choses sur le système des castes en Occident, et souvent il est vu comme une forme d'aberration. Et l'intérêt de Dumont, c'est qu'il démontre que c'est absolument pas le cas, et que c'est même l'expression de la société holiste indienne, c'est-à-dire qu'il ne fait exister l'individu qu'à travers le groupe, contrairement à l'Europe où on a affaire plus à des sociétés de type individualiste et qui sont égalitaires. Donc les castes doivent être analysées dans leur ensemble et c'est parce qu'elles font système qu'on peut les rendre intelligibles. Donc il fait ça en associant l'étude de textes brahmaniques, notamment les lois de Manu, avec du terrain dans le nord comme dans le sud de l'Inde. Et donc il va essayer de déterminer le principe de fonctionnement du système des castes. Et après une tentative d'essai de définition du mot caste dans l'introduction, qu'il définit comme étant basé sur la hiérarchie, la division et la séparation, il reprend à partir du système théorique des Varnas, donc c'est un système de classification. Donc les Varnas sont définis dans le Rig Veda et les lois de Manu, ces dernières étant un traité écrit au IIIe siècle de notre ère, où sont définies les obligations respectives de ces classes. Donc le mythe d'origine de ces différentes classes sociales s'y trouve. Donc les 4 Varnas naissent du Purusha, qui est un homme mythique. Donc de sa bouche sont apparus les brahmanes, les prêtres. De son bras sont apparus les kshatriyas, qui sont l'équivalent des guerriers, et parfois des rois. Des cuisses sont nés les vaishyas, c'est-à-dire les marchands, les commerçants. Et enfin des pieds sont nés les shudras, qui sont les serviteurs et qui doivent justement servir les 3 premières varnas. Donc inutile de dire qu'il existe les intouchables, qui du fait de leurs activités entraînent une pollution rituelle qui les empêche d'avoir une fonction religieuse. Et justement, on peut se demander en quoi cette exclusion, sur quoi se base cette exclusion. Donc l'idéologie du pur et de l'impur est le principe directeur du système des castes. Elle découle des textes anciens, mais a aussi une traduction concrète. Donc d'abord, c'est une notion religieuse, c'est-à-dire qu'en contact avec certaines activités liées à la mort ou à certaines parties corporelles, des individus sont plongés dans un état permanent de pollution. Donc ce sont les intouchables, alors qu'au contraire, les brahmanes, en haut de l'échelle, doivent à tout prix se prémunir de toute pollution. Et c'est justement ça qui justifie leur rôle du point de vue religieux, et en miroir, on a l'exclusion des intouchables. Et donc, une fois qu'on a défini les règles du pur et de l'impur et leur justification, Dumont rappelle que les castes ne fonctionnent que localement, en fait. Ce que l'on appelle les castes, ce seraient les jatis. Donc c'est un terme sanskrit qui désigne une espèce. Donc ça correspond grosso modo à un groupe d'individus ayant une occupation professionnelle qui se transmet de génération en génération. Et ça n'a de sens que dans l'interdépendance avec d'autres groupes. Donc cette interdépendance que l'on peut voir au niveau du village, c'est le système Jajmani. On peut l'illustrer par exemple de la commensalité. Les brahmanes et les hautes castes en général peuvent cuisiner de la nourriture pour toutes les autres jatis, mais par exemple les intouchables, eux, ne pourront que recevoir la nourriture et à aucun moment cuisiner pour les autres castes. Et au-delà même de l'interdépendance issue de la division, on peut voir que les jatis sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a une stricte endogamie sociale, notamment lors du mariage,
Et enfin, les jatis sont classés selon un principe de hiérarchie, les unes par rapport aux autres, selon le degré de pureté que nous avons vu précédemment. Donc, chaque jati s'intègre dans une varna, bien qu'il puisse y avoir des variations dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'au niveau régional, chaque système local se justifie au travers des varnas. Mais toutes ces conceptions de la caste sont issues du système religieux hindou. Donc on peut se demander comment se passe la caste chez les non-hindous, particulièrement chez les musulmans qui sont une minorité importante de l'Inde contemporaine. Dumont ne traite que peu du cas des musulmans dans son ouvrage et seulement 3 pages y sont consacrées au 10e chapitre. Donc pour Dumont, dans son chapitre, il estime que la société musulmane d'Asie du Sud serait étrangère dans ses valeurs à la société hindoue, mais il admet cependant le caractère imbriqué des deux communautés, qu'elles soient hindoues ou musulmanes. Pour lui, il y a eu une forme d'influence hindoue sur la société musulmane locale. De fait, l'existence du système des castes chez les musulmans pose problème à l'analyse de Dumont. Il préfère parler de groupes de statuts gradués au lieu de parler de castes. En effet, dans son système de valeurs, l'islam se veut égalitaire et n'a pas un système idéologique hiérarchique. Or, le système musulman en Asie du Sud est très hiérarchisé. On retrouve une sorte de système des castes, avec des ashrafs, c'est-à-dire des nobles, qui se distinguent par leur supposée origine étrangère, arabe ou persane, qui serait pour Dumont l'équivalent des 3 premières varnas hindous, Brahman, Kshatriya, Vaishya. Et on retrouve des adjlafs, non nobles, classés par leur profession, équivalent un peu des Tchoudras, et enfin des Arzals, qui est un terme arabe qui veut dire ville, qui serait l'équivalent des intouchables. Or, pour certains auteurs comme Gaboriau, on peut vraiment bien parler de caste musulmane, en essayant de voir les catégories vernaculaires locales quand on fait une étude. Par exemple, on peut le voir même dans certaines mosquées, particulièrement en milieu rural, où des groupes de haut statut vont passer devant des groupes de statut plus inférieurs, où les groupes de haut statut auront certains privilèges que les autres n'auront pas. Et l'application du système des castes chez les musulmans aussi pose un autre problème. Avant, j'ai décrit le système de représentation interne aux musulmans. Or, en fait, il faut aussi voir le système de relations avec les hindous. Pour Dumont, les principes sont en défaut devant le fait brutal. C'est-à-dire qu'en fait, les hindous et les musulmans s'inscrivent dans le système jajmani, tous deux. Il peut y avoir des relations de commensalité, par exemple. Et dans certains villages, par exemple, les musulmans vont recevoir de la nourriture des brahmanes. Dans d'autres cas, les castes musulmanes peuvent correspondre à des castes hindous et partager le même statut. Dans tous les cas, ça prouve que le cas musulman pose question et remet en cause un système des castes découlant uniquement de la théorie des varnas. Et donc, on peut faire la critique suivante de Dumont, notamment on peut prendre celle de l'Ardinois, qui dit qu'il a repris les conceptions du discours brahmanique pour l'appliquer dans le monde social hindou comme tel, et le monde social indien en général. Il a pris comme principe explicatif le système des castes comme système explicatif du système des castes la théorie des varnas, qui est brahmanique, sans prendre en compte la possibilité de l'existence d'un autre discours qui pouvait exister. Et on peut aussi critiquer son idée durkheimienne comme quoi il faut prendre l'ensemble pour comprendre les parties. On peut très bien étudier des castes à part. Et enfin, on peut reprocher à l'auteur de ne pas donner à voir l'historicité du système des castes et voir comment il s'est recomposé au fil du temps, notamment avec les effets du recensement pendant la colonisation. Mais malgré tout, son étude donne avant tout et à voir la permanence de certaines structures de la société indienne qui sont toujours très actuelles.